Alors, mais en septembre 2017, là, le gouvernement a publié 4 autres règlements qui, ces règlements-là, ne découlent pas de la loi sur la qualité de l'environnement comme le RPEP, mais découlent de l'éventuelle loi sur les hydrocarbures. Alors là, les gens sont devenus mêlés parce que dans ces règlements-là, les distances séparatrices qui apparaissent, ce n'est pas les mêmes que dans le RPEP. Quand je vous disais qu'on veut forer à 150 mètres des maisons, puis à 175 mètres des villages, puis là, vous dites, mais oui, mais là, c'est quoi la règle? Il y a 500 mètres, puis là, comment ça marche? Alors, c'est ça que je veux essayer de vous expliquer. C'est qu'en fait, il y a 2 ministères qui ont adopté 2 lois. Ces lois-là, ils ont des finalités, des objectifs différents. Hein? Le RPEP, c'est pour protéger l'eau potable. Alors que les règlements, ce qu'on a appelé les règlements de M. Arcan à l'origine, puis repris par M. Moreau par la suite, ce n'est pas la protection de l'eau potable qui est visée, c'est toute autre considération. C'est la tranquillité des citoyens, c'est la sécurité publique, c'est d'autres éléments. Alors, comment ça va procéder? Je vous donne 2 exemples pour que vous saisissiez bien la nuance entre les deux. Premier exemple, Saint-Bonaventure, nos sources d'eau potable, c'est des puits artésiens ou de surface des individus. C'est ça nos sources. Il n'y a pas d'autres sources, il n'y a pas d'aqueduc municipal, c'est nos sources. Dans ce cas-là, bien là, les compagnies ne pourraient pas s'approcher à moins de 500 mètres parce que là, nos sources d'eau potable, c'est les puits et la norme minimale, c'est 500 mètres. Un autre exemple, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Marc, Saint-Charles. Dans cette région-là, on est dans l'ancienne mer de Champlain. Donc, on ne peut pas creuser des puits artésiens de surface. Pourquoi? L'eau est trop salée. Il y a un degré de salinité trop important. Alors, qu'est-ce que les municipalités ont fait? Ils puisent leur eau dans une rivière et ils ont créé une régie intermunicipale de l'eau pour alimenter là, les besoins des citoyens dans ces municipalités-là. Alors là, si je suis une compagnie qui veut forer un puits à Saint-Denis ou à Saint-Charles, bien là, compte tenu que la prise d'eau est dans la rivière beaucoup plus loin, là, ils vont pouvoir s'approcher à 150 mètres des maisons ou à 175 mètres du village. Il n'y a pas un règlement qui a une préséance sur l'autre. Il faut successivement que la compagnie obtienne un permis du ministère du Développement durable, qui va lui dire 500 mètres minimum, et ensuite un permis du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, qui va lui dire 150 mètres, c'est bon pour nous. Puis on a vu récemment, cette semaine, quand l'Association gazière et pétrolière a attaqué le comité de pilotage et les municipalités, que pour eux, 100 mètres, ce serait bien suffisant pour bien protéger les sources d'eau. Alors, c'est ça que vous devez comprendre. En fonction de votre source d'eau potable, les distances séparatrices qui sont prévues par les projets de règlement vont être différentes en fonction là, de cette réalité-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les fameux règlements Arcan-Moreau qui nous dérange tant que ça? Bien, effectivement, quand ils ont été publiés, d'abord, ils ont publié en septembre, au moment où les conseils municipaux allaient être dissous à cause des élections du début novembre. Alors, on a prévu une période de consultation pour parler de ces règlements-là, mais la période de consultation correspondait exactement à la période de dissolution des conseils municipaux. Bref, on voulait exclure à toute fin pratique la possibilité des municipalités d'intervenir sur ces projets de règlement-là. Ça l'a soulevé un tollé invraisemblable. Là, le gouvernement a compris qu'ils sont allés trop loin, ils ont reculé et ils ont donné jusqu'au 8 décembre aux municipalités, aux citoyens pour pouvoir présenter des règlements. 8 décembre, vous vous souvenez, hein, c'est l'Immaculée Conception. Peut-être que le gouvernement vous laisse donner une virginité absolue. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces règlements-là? Bien, évidemment, quand tout ça est arrivé, les unions municipales ont dit ça n'a pas de bon sens, 150 mètres des maisons ou 175 mètres du centre des villages. Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire de fou-là? Alors, le ministre a voulu rassurer. Il est allé rencontrer le conseil d'administration de l'UMQ qui était réuni à Val-d'Or, si je me souviens bien. Puis, il nous a dit, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir exclure des zones où, effectivement,
l'exploitation des hydrocarbures serait considérée incompatible avec les autres activités économiques qui se déploient déjà sur votre territoire. Mais le problème, c'est qu'il y a au moins 6 obstacles au fait qu'on puisse véritablement exclure des territoires. Premier obstacle, on l'a vu avec l'exposé de Marc Brülmans, les claims existent déjà et la loi sur les hydrocarbures prévoit qu'il faut respecter les droits acquis. Alors, ça veut dire qu'aucun territoire ne peut être exclu dans la vallée du Saint-Laurent à toute fin pratique. Il y aurait une exception. Le gouvernement pourrait, en vertu des dispositions de la loi, retirer une partie des territoires, auquel cas, il devrait compenser financièrement les compagnies qui se verraient réduire une partie de leur permis. À toute fin pratique, c'est la stratégie d'Anticosti qu'on développerait à l'échelle de tout le Québec. Autrement dit, c'est une source de financement presque infinie pour les compagnies gazières et pétrolières qui nous coûte déjà, selon l'estimé qu'a fait Équiterre cette semaine, 300 millions de dollars par année et qui nous rapporte absolument rien. Bon, alors, vous voyez, il y a une nuance entre les deux règlements. Il y a d'autres obstacles qui font que l'exclusion des territoires devient très problématique. D'abord, il y a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui prévoit, et c'est reproduit dans la loi sur les hydrocarbures, qu'effectivement, les claims ou les permis de recherche l'emportent sur le schéma d'aménagement des MRC et sur les règlements de zonage et de lotissement des municipalités. Alors, autrement dit, non seulement il faut respecter les droits acquis, on ne peut pas exclure des territoires, mais le gouvernement, pour exclure des territoires, devrait en quelque sorte violer sa propre loi, puisque sa propre loi donne une priorité au claim, au permis de recherche d'hydrocarbures, sur les schémas d'aménagement des MRC. Il y a un troisième obstacle qui joue contre le fait d'exclure des territoires, c'est qu'effectivement, vous savez comme moi que les schémas d'aménagement des MRC, ils sont entérinés par le gouvernement. On propose, mais le gouvernement examine nos schémas d'aménagement et les modifications de schémas. Alors, en quelque sorte, le gouvernement se conserve un verrou pour dire non à une demande qu'une municipalité lui serait présentée. Un autre obstacle, c'est que la MRC doit faire la démonstration de l'incompatibilité du développement de l'industrie avec les autres activités qui se déploient sur le territoire. Et là, vous avez vu le raisonnement des compagnies de dire que 100 mètres, c'est parfaitement sécuritaire, que le règlement provincial est ultra généreux en parlant de 500 mètres, etc. Bien, là, on a encore un autre obstacle, au sens où, effectivement, les compagnies gazières vont faire des représentations sur le gouvernement pour que ne soient pas exclus des zones, en disant, écoutez, la démonstration qu'a faite la MRC est insuffisante pour juger que c'est incompatible. Et là, évidemment, comme Marc vous l'a expliqué, il y a des compagnies qui se sont retirées, qui ont remis leur permis, et dans la loi sur les hydrocarbures, plutôt que de les vendre à 10 cents l'hectare, là, à des amis du régime comme ils ont fait en 2008 puis 2012, bien là, la loi dit que maintenant, on va procéder par adjudication, par enchère. Mais effectivement, dans ce cadre-là, on va remettre en circuit des permis qui seraient vendus par enchère. Et là, les projets de règlement qui ont été, les amendements qui ont été apportés par M. Arcan à l'époque pour rassurer les municipalités, bien, font en sorte qu'effectivement, on va pouvoir s'objecter en quelque sorte au travail des compagnies, mais avec très, très peu de moyens pour le faire, parce que la loi prévoit que la MRC va être avisée seulement 45 jours avant que le gouvernement mette en vente le permis. Vous vous rendez compte, là, 45 jours pour une MRC, de monter une équipe d'experts qui va développer l'argumentaire comme quoi que c'est incompatible, bien, ça pose de très, très sérieux problèmes, là. En 45 jours, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est presque impossible. Donc, le délai qui est accordé ne permettra pas véritablement aux municipalités ou aux MRC de faire une représentation adéquate sur l'incompatibilité. Un autre élément qui est aussi très problématique, comme Marc vous l'a expliqué,
toute la logique gouvernementale est basée sur la tête de puits. Alors donc, on va exclure une zone et la compagnie pourrait se placer immédiatement à l'extérieur de cette zone-là, à 100 mètres. Les compagnies nous disent que 100 mètres, c'est sécuritaire. Donc, à 100 mètres, ils pourraient se placer de la zone exclue et là, s'étendre horizontalement sous la zone protégée. Donc, la MRC ou la municipalité ne saurait vraisemblablement jamais, c'est-à-dire que oui, on va le savoir quand les problèmes vont commencer, mais avant ça, la capacité de savoir exactement où ils sont allés est presque impossible. D'une part, les compagnies ne le savent pas elles-mêmes. D'autre part, l'accès à ce type de renseignement-là, ça fait des années qu'on essaie d'avoir les rapports de fracturation, c'est impossible. Et la loi, pourquoi? Bien, parce qu'il faut passer par la loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, et que dans cette loi-là, il y a des dispositions qui permettent aux compagnies de s'objecter pour préserver leurs secrets industriels, pour faire en sorte, pour préserver la rentabilité économique de l'entreprise, pour ne pas divulguer sa recette secrète, hein, parce que la recette de la fracturation, c'est un peu comme les 7 épices du colonel Sanders, on ne peut pas le savoir, c'est vraiment très, très compliqué. Donc, voyez, les obstacles à la capacité des municipalités d'exclure des zones sont considérables. Il faudrait, à toute fin pratique, une modification législative. Et là, le temps passe, les élections sont le 1er octobre. Je ne sais pas si le gouvernement aura le temps de tenir sa parole qu'il a donnée, sa promesse qu'il a faite aux municipalités, parce qu'il va falloir modifier la loi. Et ça, bien, ça prend un projet de loi, ça prend un débat à l'Assemblée nationale, à moins qu'on dépose le projet de loi à la veille des élections en disant « réélisez-moi et je vais vous donner cette garantie-là ». C'est pour être une stratégie qu'on verrait. D'autres problèmes aussi qu'il y a dans ces règlements-là, c'est le comité de suivi. Alors, on a prévu qu'effectivement, quand il y a un projet de développement de cette nature-là qui est mis en place, il doit y avoir la mise en forme d'un comité de suivi sur lequel il doit siéger au moins un représentant des municipalités, du monde municipal, du milieu municipal. Ça ne veut pas dire que c'est le maire de l'endroit où ça va se passer. Ça pourrait être quelqu'un qui vient de l'UMQ, de la FQM ou qui vient d'ailleurs. Il représente le milieu municipal, il ne représente pas la municipalité. Mais le principal problème, c'est que c'est l'exploitant qui définit en quelque sorte la composition de son comité. Alors donc, le comité peut être composé de 12 personnes, exemple, et il y en aura 4 qui vont représenter chacun un milieu donné. Mais la nomination des gens, c'est l'exploitant qui le fait. Alors, il doit en avoir un qui représente les communautés autochtones si ça se passe en territoire autochtone. Un représente les citoyens, je ne sais pas comment ils vont le choisir, celui-là. Un qui représente le milieu municipal et un qui représente le milieu agricole. L'UPA a obtenu qu'effectivement, advenant qu'il y aurait ce type de choses-là, bien, effectivement, il faudrait qu'il y ait un représentant du monde agricole. Vous savez, l'UPA a beaucoup évolué sur toute l'exploitation des hydrocarbures. En 2008 puis 2012, nos amis de l'UPA, ils voulaient négocier avec les compagnies les droits d'entrée pour aller chercher le maximum d'argent pour les propriétaires. Aujourd'hui, à leur récent congrès, ils ont dit un non retentissant à toute l'exploitation d'hydrocarbures sur les territoires agricoles. Alors donc, vous voyez que dans les règlements en question, il y a effectivement des problèmes fondamentaux. Et il faut bien réaliser ce que ça veut dire aussi faire des forages à 150 mètres des maisons et des villages. C'est des centaines et des centaines de camions qui vont emporter l'eau, les produits chimiques, le sable. Et donc, l'expérience américaine montre qu'il y a un grand nombre d'accidents d'accidents de la circulation, parce que les compagnies doivent engager un grand nombre de camionneurs inexpérimentés souvent. Il y a une densité de trafic absolument invraisemblable. Et il y a aussi du bruit, là, hein, parce qu'un forage avec fracturation, on ne fait pas ça de 8 à 4. Là. On fait ça 24 heures par jour avec un système d'éclairage ultra puissant, des machines pour forer, des foreuses qui mènent énormément de bruit. Alors, c'est ça qu'on nous propose à l'échelle de nos villages et c'est ça qui est, à mon avis, complètement inacceptable. Alors, c'est
Est-ce que le gouvernement va donner suite? Est-ce qu'ils vont... M. Moreau nous dit oui. Mme Mélenchon, maintenant, nous dit, ben là, moi, je suis plutôt en désaccord. Mais c'est ça les enjeux qu'on aurait devant nous si le gouvernement allait de l'avant avec ça. Et ça ne peut pas représenter, je termine là-dessus, ça ne peut pas représenter une source réelle de revenus pour les municipalités. Pourquoi? Mais parce que, bien, même si on va sans doute vous faire miroiter le fait que, ah oui, vous allez avoir des redevances, vous allez voir, ça va être intéressant pour vous. La réalité, là, c'est qu'au maximum de la production, dans la loi, dans les projets de règlement actuels, on prévoit que le maximum de redevances à verser à l'État va être 12,5 de la valeur au puits. La valeur au puits, c'est le prix de l'essence moins l'extraction, le transport et le mesurage. Il ne restera rien. Il restera très, très peu de choses. Regardez, pour un point de comparaison, en Norvège, le taux de redevance qui est payé à l'État, c'est 40 %. Ici, au maximum, ça, c'est au maximum de production, c'est 12,5 % parce qu'au départ, c'est 5 %. Dans les premières périodes du puits, c'est seulement 5 %. Alors donc, même si on partage les miettes, ça va rester des miettes, là. Donc, il n'y a pas véritablement d'avantage pour les municipalités non plus. Alors, ça résume là, ma présentation pour que vous voyez bien qu'on a deux obstacles. On a l'obstacle du RPEP avec des distances séparatrices qui sont inacceptables pour l'eau potable, puis on a des distances encore plus inacceptables pour la sécurité et la tranquillité des citoyens. En plein quartier résidentiel, là, ce n'est pas reposant un puits de gaz de schiste. Merci.